On a parlé beaucoup de la outcome, le méningiome. Je vais parler évidemment en matière de risque thérapeutique, il faut parler de l'exposition, aussi, qui est une exposition particulière et qui est une exposition prolongée, particulièrement, fréquente. Donc les progestatifs, hein, qui sont d'action similaire à la progestérone, c'est une hormone stéroïde qui prépare la muqueuse utérine, qui est dans la plupart du temps, inhibe l'ovulation. Et puis aussi peut avoir une activité androgène. Elle est très, très, très largement utilisée à visée contraceptive, dans le traitement seul ou associé à des estrogènes, dans l'endométriose, dans les hémorragies, utérines, également, dans la préménopause ou les traitements hormonaux de la ménopause, dans la PMA, et puis, chez les femmes transgenres qui l'utilisent, comme traitement, féminisant. À noter qu'il y a aussi, 2 indications chez l'homme, c'est le cancer de la prostate métastasé et puis, un traitement des paraphiles, une sorte de castration, chimique. Voilà. Donc, de très nombreuses formes, sont utilisées, hein, les comprimés, les formes orales, en implant sous-cutané, donc le contraceptif de type, Nexplanon, les dispositifs intra-utérins, hormonaux, généralement lévonorgestrel à 52, 19 et 13 milligrammes, des patchs, des gels, il peut être administré en intravaginal et également en intramusculaire pour la contraception orale, une injection, tous les trimestres, voilà, qui est d'ailleurs peu utilisée en France, voilà. Alors, en définitive, toutes les femmes peuvent être concernées par la prise de progestatifs. Probablement, 80 à 90 en prendront au cours, de leur vie et souvent ce seront des expositions prolongées, on le voit, la contraception, l'endométriose, ce ne sont pas des indications ponctuelles. Des doses cumulées qui peuvent être importantes au cours de la vie pour ces femmes et puis bien sûr, comme l'a dit, Sébastien Fröhlich, des passages fréquents, d'une molécule, à une autre. Sur cette diapositive, vous voyez, une année, donnée, le nombre d'utilisatrices, hein, donc il y a environ, 5 millions d'utilisatrices. 3,7 pour la contraception progestative seule, ou combinée et puis bien sûr les dispositifs intra-utérins et les autres indications. Donc quelque chose d'extrêmement fréquent, d'extrêmement prolongé. C'est pas tout à fait aussi prescrit que les IPP ou le paracétamol, mais ça vient au fond, pas loin, derrière. 300 000 utilisatrices pour les traitements substituts de la ménopause. Il faut savoir que dans les années 2000, environ 60-70 des femmes prenaient ce type de traitement. Aujourd'hui, il en reste peut-être de l'ordre de 5 mais ce sont des utilisations potentiellement au long cours et des produits à risque de méningiome à un âge où le risque intrinsèque, hein, le professeur Fröhlich l'a rappelé, ça dépend de l'âge, le risque intrinsèque de méningiome est plus élevé. En termes de méningiome de progestatifs à risque, donc on en a recensé 6, hein, aujourd'hui, la cyprotérone, l'omégestrol, chlormadinone, promégestone, médrogestone et médroxyprogestérone. Et pour vous donner un ordre d'idée, les personnes qui ont utilisé au moins une fois, les femmes qui ont utilisé au moins une fois un de ces 6 progestatifs, il y en a 4,1 millions sur la période 2006 à 2013. La France se singularise par rapport à ses voisins européens par 2 choses. Donc vous avez alors vous avez la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie et la France se singularise par c'est en milieu d'unité, hein, par une consommation dans le pays plus importante que les autres pays, vous le voyez. C'est les données de 2019, je précise. On est en train aujourd'hui de revenir vers une consommation, plus proche des autres pays. Et par ailleurs, vous pouvez constater que les produits qu'on utilise sont très différents que les produits qui sont utilisés en Angleterre et d'ailleurs, aux États-Unis, hein. Eux n'utilisent que la norethistérone et la médroxyprogestérone et nous utilisons la chlormadinone, le nomégestrol, la dihydrogestérone, médrogestone, Dienogest et je ne sais plus quel est le dernier, la cyprotérone, bien sûr. Donc presque tous ces produits, sont à risque de méningiome, confirmé. Donc forte utilisation, des produits à risque et des produits relativement différents, des autres pays, ce qui fait qu'on ne dispose pas d'études, spécifiques mondiales dessus. Voilà.
Donc comme l'a dit, Sébastien, on a fait, 6 études, au jour d'aujourd'hui, 3 études de cohorte et 2 études cas témoins et une étude de mesure d'impact. Je reviendrai peut-être sur l'intérêt respectif de faire des cohortes et des études, cas témoins et comme l'a dit, donc Sébastien, on a montré pour l'Androcur, donc cette magnifique relation dose-effet, vous avez ici l'incidence pour 100 000 personnes en fonction de la dose cumulée, environ moins de 6 mois d'utilisation, 3,7, 6 mois, 1 an, 7,6, 1 à 2 ans, 26, 3, 4 ans, 54, et plus de 5 ans d'utilisation, ça correspond en réalité à 60 grammes, 129, avec donc des hazard ratios qui montent jusqu'à 22. Alors, en épidémiologie, la variable chirurgie comme outcome, et en pharmacoépidémiologie, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors elle a un gros avantage, c'est qu'elle est cliniquement parfaitement, pertinente puisque ce sont des méningiomes qui sont volumineux et ou, symptomatiques et ce ne sont pas au fond des petits méningiomes, grains de riz qui seraient dépistés, à l'occasion d'une exploration de migraine ou d'une céphalée et sans le moindre, signe clinique. Donc cette pertinence clinique est tout à fait importante. Deuxième élément, c'est facile à mesurer puisque dans le SNCS, on a forcément la trace d'une hospitalisation avec un acte de neurochirurgie tarifaire. Mais néanmoins, ça a un certain nombre d'inconvénients, alors des biais de notoriété notamment. Alors, première chose, le dépistage. Quand on commence à savoir qu'il y a un risque de méningiome, évidemment, les personnes vont, dans un premier temps, de façon individuelle, et dans un second temps, en suivant les recommandations, faire des IRM, et ça va dépister un certain nombre de méningiomes. Donc, dans un premier temps, ça peut augmenter le risque des méningiomes opérés, mais s'ils sont dépistés plus précocement, ça peut aussi diminuer le risque puisqu'ils ne seront pas opérés. Deuxième élément, la modification des indications chirurgicales peut nous changer aussi le niveau de notre outcome avec une attitude plus conservatrice, comme l'a dit Sébastien Frelich, qui diminue bien entendu le risque quand on le mesure par la chirurgie du méningiome. La pratique d'arrêt du progestatif, sa surveillance, évidemment, diminue le risque. La diminution des doses va diminuer le risque, c'est extrêmement dose cumulée dépendante, mais aussi dose journalière. La diminution des durées d'utilisation. Et puis la modification de structure d'âge peut modifier le risque. Et enfin, il y a des switches d'un progestatif vers un autre. Voilà. Donc la solution, c'est d'essayer de mesurer dans un système non perturbé, donc en amont de toutes les actions, et si possible en monothérapie, en vérifiant qu'il n'y a pas eu une autre thérapie à risque juste avant. Évidemment, quelqu'un qui aurait un relais de la cyprotérone qui était extrêmement puissante vers, par exemple, la colprone, hein, il y a eu beaucoup de relais de ce type-là. On observe un risque pour la colprone qui peut être lié à la fois à la cyprotérone et à la fois à la colprone et difficile de conclure. Donc, quelles sont les grandes caractéristiques épidémiologiques retrouvées dans nos études entre progestatif et méningiome? Et je vais citer une dizaine de caractéristiques. Alors évidemment, un risque avéré pour certains progestatifs. Sébastien vous a montré cette étude de type cas témoin, donc, qui a été publiée sous forme d'un rapport en 2023 et sous forme d'un article dans le BMJ en 2024. Oui, c'est ça, 2024, avec donc des odds ratios suivant les produits de la promegestone jusqu'à la cyprotérone qui variaient de 2,4 à 19,2. Et puis un certain nombre d'autres produits sans qu'on sache, en définitive toujours pourquoi, pour lesquels, il n'y avait pas de surrisque. Il n'y avait pas, dans cette analyse, il y avait, 12 produits, il n'y avait pas la contraception orale, en progestatif simple. Alors, deuxième chose, le risque est augmenté pour des utilisations, prolongées et si on résume, alors à grands traits, mais pas de risque, avant 1 an, de 1 à 5 ans, un risque que je qualifierais, d'intermédiaire et au-delà de 5 ans, un risque très augmenté. Évidemment, il faut pondérer cela en fonction de l'âge des femmes, du type de produit et cetera, mais c'est une sorte de résumé synthétique. Et comment exprimer ce risque? Alors de façon, classique, hein, on exprime ça par des risques relatifs, hazard ratio ou des odds ratios quand c'est des études de type cas témoin et ça permet de confirmer le surrisque et d'avoir des éléments en faveur de la causalité. Mais au fond, pour un intérêt de santé publique, on vous dit souvent, je vous rappelle que le risque de base est de l'ordre de 10 pour 100 000 et on vous dit au fond un risque multiplié par 5 de quelque chose de très rare,
ça reste toujours extrêmement rare et au fond, ça ne doit pas être un problème si important que ça. Donc il faut essayer de s'affranchir de ça. Le risque absolu, donc comme je le dis, est aussi trompeur, différence de risque, et passer aux fractions attribuables, au nombre de cas attribuables. C'est très important dans ces types de situations, pour prendre des mesures de santé publique, pour agir, de connaître le nombre de cas attribuables, par période de temps qui sont liés, à l'exposition à tel ou tel progestatif. Et ça peut être également traduit en nombre de personnes traitées, oh pardon, pour avoir un événement grave, donc le NNH, et même là, dans le cas présent, puisqu'on dit que le risque est très augmenté au-delà de 5 ans, le nombre de personnes traitées plus de 5 ans pour un événement grave. Et on va voir au fond que c'est pas si rare que ça quand on l'exprime comme ça. Et ainsi, pour le nombre de personnes traitées pour l'acétate de cyprotérone plus de 5 ans, pour 40 personnes traitées, il y avait une personne qui a été opérée d'un méningiome. Je ne dis pas une personne à qui on a découvert un méningiome, je dis bien une personne qui a été opérée d'un méningiome, ou de plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y avait de multiples méningiomes. Et pour nomégestrol, donc le luténil, donc au fond, une molécule tout à fait banale, comme vous avez vu, qui a été prise par des millions de personnes, et parfois de façon très prolongée, dans l'endométriose, dans des traitements hormonaux de la ménopause. Et bien là, le nombre de personnes traitées par acétate de nomégestrol, plus de 5 ans pour avoir une personne, est de 75. Là encore, un chiffre relativement important. Et pour la chlormadinone, donc son nom de marque Luthéran et ou générique, nous avons calculé environ un chiffre de 170 personnes traitées pour une opérée, ce qui montre au fond que c'était relativement fréquent. Voilà, donc on a fait ce travail pour l'ensemble des progestatifs. Pour les 3 autres, les nombres sont plus faibles. On a pu les mener uniquement pour toute durée d'exposition. Je passe là-dessus. Et on a pu calculer des nombres de cas attribuables. Et grosso modo, sur une dizaine d'années, sur la période 2009-2018, on a 2300 femmes qui ont eu un méningiome opéré qui est attribuable à la prise d'un progestatif. Troisième caractéristique épidémiologique, donc c'est une relation dose-effet très puissante. Alors, je n'ai pas donné l'exemple de la cyprotérone, là c'est l'exemple du nomégestrol, donc un produit banal qui a été pris par des millions de femmes, où on a une augmentation du risque relatif, c'était une cohorte là, hein, donc le risque relatif ajusté, euh, notamment sur l'âge en variable dépendante du temps. C'est très important de bien prendre en compte l'âge, puisqu'on suit ces femmes très longtemps. Évidemment, à la fin de l'exposition, elles ont pris 10 à 15 ans et le risque intrinsèque est plus élevé, donc il faut bien traiter en âge variable dépendante du temps. Et on a un risque relatif qui augmente régulièrement avec la dose publiée 1, 1,6, 2,6, 3,6, et donc un risque qui était là multiplié par 12 chez les femmes qui avaient pris plus de 6 grammes de nomégestrol. Quatrième caractéristique épidémiologique, c'est un risque qui est non proportionnel avec la dose cumulée. Donc vous avez une courbe de Kaplan-Meier. Vous avez en abscisse là la durée de suivi, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., jusqu'à 12 années. Et en ordonnée, le risque d'être opéré d'un méningiome, donc 1, ça veut dire qu'à baseline, personne n'est opéré d'un méningiome, et 0,99, ça veut dire qu'1% des personnes sont opérées d'un méningiome, pardon. Et là, 0,1%. Alors, on remarque en vert, c'est le groupe contrôle des personnes non exposées. Et au bout de 10 années, on a 0,1% des personnes qui ont été opérées d'un méningiome chez les non exposés. Donc, c'est le risque de base. Et d'ailleurs, ça correspond à 10 pour 100 000 personnes années, multiplié par 10, c'est exactement équivalent. Si vous regardez la courbe rouge, donc qui sont des personnes qui étaient exposées au nomégestrol, donc luténil, vous voyez que cette courbe est fortement incurvée. Et donc, au fond, le risque, par exemple, en étant exposé 10 ans, évidemment, n'est absolument pas le double de 5 ans, mais multiplié de l'ordre de 5 à 10. Voilà. Donc, un risque non proportionnel, exponentiel à la durée. Et évidemment, on n'a pas les courbes, mais vous imaginez ce qu'elles peuvent être pour 20 ans d'exposition. Au bout de 11 années d'exposition, le risque d'être opéré d'un méningiome chez toutes ces personnes était de l'ordre de 1,1%.
pour ces personnes exposées, au nomegestrol uniquement une dizaine d'années. 5e élément, donc Sébastien Fröhlich en a largement parlé. Après une année d'arrêt, le surrisque de chirurgie régresse. Alors, il régresse pas complètement pour l'acétate de cyprotérone, il est de l'ordre de 2 par rapport au risque de base, mais dans nos observations, pour le nomegestrol et pour la chlormadinone, on a un risque qui régresse et on l'a calculé à 1 dans cette étude qui, je crois, portait sur le nomegestrol. Donc, après un an d'arrêt, risque calculé 1,0, 0,9, 1,4, intervalle de confiance. C'est le type d'exemple. Ça ne veut pas dire que le méningiome a disparu, hein, il n'a pas disparu, mais le risque d'être opéré ne dépasse pas le risque de base. Un risque très supérieur à la base du crâne, à l'étage moyen et antérieur. Alors souvent on dit le SNDS n'a pas beaucoup de données cliniques, hein. En réalité, c'est parfois riche et ce qu'on a pu faire, donc ça c'est pour l'acétate de cyprotérone, c'est calculer des risques spécifiques dans chaque localisation anatomique du cerveau puisque la classification, la CCAM, donc la codification en chirurgie, permet de savoir, quelle localisation du cerveau a été opérée. Ainsi, dans cette partie, antérieure, de la base, du cerveau, vous aviez dans le groupe des exposés un risque de 198 par million de personnes années, avec un risque dans le groupe témoin de 5 par million de personnes années, donc un risque relatif de 43 et ajusté de 47. Donc des surrisques de l'ordre de 50 dans certaines zones anatomiques, du cerveau, ce qui est évidemment, tout à fait, spectaculaire et rare. Il y avait des surrisques dans toutes les zones du cerveau, mais certaines de l'ordre de 5 et d'autres de l'ordre de 50 et des surrisques particulièrement élevés, à la base du crâne. Plusieurs méningiomes plutôt qu'un seul. Le risque d'être opéré de plusieurs méningiomes est plus important chez les femmes, sous progestatif. Voilà. Cet exemple qu'a présenté aussi, je crois, Sébastien Fröhlich, une femme qui a eu 20 ans d'acétate de nomegestrol. Quel est le rôle de l'estrogène? Alors ça, c'est assez discuté, dans les études. On est assez surpris. Certains nordiques ont même dit que l'effet des estrogènes serait plus important, enfin une personne a dit, sur une étude, que ce serait plus important que les progestatifs. C'est pas du tout ce qu'on observe nous, hein. Dans le nomegestrol et la chlormadinone, donc à progestatif égal, etc., l'impact de l'estrogène associé, nous on a un hazard ratio de 1, 0. 0,7, 0,9 et pour la chlormadinone 0,8, 0,5, 1,3. Donc nous, notre sentiment, enfin en tout cas les résultats, nos données, c'est que l'estrogène, qu'il y ait un estrogène ou pas associé, en tout cas il n'y a pas de l'impact de l'estrogène en plus. Et puis un autre élément, une caractéristique épidémiologique, c'est que les gens n'avaient pas tout compris, en tous les cas jusqu'en 2018, parce qu'après avoir été opéré de la chirurgie, et y compris s'il y avait plusieurs méningiomes, ils reprenaient des progestatifs, ils reprenaient le progestatif. Et là, vous avez un exemple pour le nomegestrol, donc l'uténil. Donc chaque année, on a colligé les personnes qui étaient opérées d'un méningiome et qui avaient pris dans l'année précédente du nomegestrol. Et on s'aperçoit, par exemple en 2007, en 2008, qu'il y en avait 50 qui reprenaient, à plein pot, au moins 4 fois dans l'année, du nomegestrol dans les suites de l'intervention, neurochirurgicale. Le RCP a été modifié en 2011, ça n'a pas changé grand-chose, 48 voire 54 en 2013 qui avaient repris et ça semblait un petit peu commencer à diminuer en 2018. Bon, voilà, comme vous l'a dit Sébastien, au fond, c'est pas seulement un surrisque de méningiome, hein, c'est vraiment une méningiomatose d'exposition prolongée au progestatif. Au fond, c'est quelque part une nouvelle maladie qui est décrite, puisque c'est un méningiome particulier et qui peut régresser. Alors, est-ce que tout ça a servi à quelque chose? Quel est l'impact des actions? Donc, on peut le mesurer évidemment par l'utilisation de ces produits. On peut aussi le mesurer en regardant comment a évolué le risque de méningiome pour ces produits. Donc, vous avez là en bleu l'acétate de cyprotérone. Et pour l'acétate de cyprotérone, vous pouvez constater qu'il y a une baisse d'environ. Alors, on a les premières actions, hein, il y a eu tout un tas d'actions. Je crois que
avec l'équipe de l'ANSM a organisé tout cela. On peut dire que toutes les actions qu'il était possible de faire ont été faites. Des actions, d'information, des mail lists, des informations pour limiter les indications, dépister par IRM, des courriers ciblés aux patientes qui étaient concernées et aux patients d'ailleurs qui avaient pris, ce type de produit, aux médecins qui les avaient prescrits et puis également une attestation annuelle d'information à signer, par la patiente. Pour, l'acétate de cyprotérone, on est passé donc au moment où on a révélé les choses de fin août, 2018, de 47 000 personnes qui en consommaient, chaque mois à moins de 3 000 à la fin de l'année, 2023. Voilà et les différentes actions sont représentées par les flèches, bleues. Les flèches grises correspondaient à la modification du RCP qui en elle-même n'a pas eu d'impact sur le nombre, d'utilisatrices. Alors, vous avez la même chose. On a réuni, le Nomegestrol et la chlormadinone parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont switché, de l'un vers l'autre et pour ne pas arranger les choses, en plus, il y a eu une rupture de stock sur l'un des 2. Ils se sont rabattus, sur l'autre, donc on l'a mesuré comme ça et on est passé d'environ, 260 000 à 10 à 15 000 maximum personnes qui prennent ce type de produit. Chaque flèche bleue représente une des actions, je ne vais pas rentrer en détail. Vous voyez que le résultat est extrêmement important et autre point important, les produits, n'ont pas été, comment dirais-je, interdit, ce qui permet aux femmes qui ont notamment un hirsutisme sévère de pouvoir continuer à se traiter avec l'acétate de cyprotone, qui est un produit extrêmement efficace dans ce cas-là. Alors, en termes d'évolution du nombre de femmes avec une chirurgie d'un méningiome et qui étaient exposées dans l'année précédente, alors vous avez en bleu les femmes qui ont été opérées d'un méningiome et qui prenaient de l'acétate de cyprotérone, grosso modo une centaine, chaque année. On a révélé les choses, les actions, les plus franches ont débuté fin août, 2018, donc vous voyez que dès août 2018, le nombre de personnes, a opéré et en 2019 aussi, malgré le dépistage généralisé par elles-mêmes par, IRM pardon et puis ça a continué à diminuer de façon très forte, de sorte qu'il y avait plus en 2023 que 3 personnes, je crois, qui ont été opérées d'un méningiome et qui prenaient de l'Androcur dans l'année, qui précédait. Alors, de la même façon, en rouge, vous avez, les personnes qui prenaient de l'acide de nomegestrol ou de la chlormadinone et vous voyez qu'il y avait environ 150 personnes chaque année. Les actions ont commencé environ 2 années après. Les courriers ont été adressés, enfin à partir de 2020, l'attestation d'information a été mise en route et on a là aussi, plus qu'une quinzaine de personnes qui ont été opérées et sous acétate de nomegestrol ou chlormadinone en 2023. Bon, de sorte qu'on entend dire que l'épidémie de méningiome est devant nous, mais en tous les cas, en termes, d'intervention, chirurgicale, les choses, se sont, ont très, très fortement diminué Je et crois, Alain, d'utilisation. il va falloir terminer si on veut laisser un petit peu de temps pour la discussion. Ouais, bah, Pardon. je dis 2. Ouais, j'ai 2 diapos. Alors quelques remarques sur l'alerte sanitaire en pratique, là, ce que j'appelle les trous dans la donc en général, ce qui est mal repéré dans l'alerte sanitaire, c'est les risques rares mais graves, donc de l'ordre de inférieur à 5 pour 10 000, hein. Les professionnels de santé, souvent en ont vu 0 ou 1. Alors dans le cas présent, heureusement, peut-être que Sébastien Fröhlich a réussi à en voir 2. Les risques très retardés, c'est le cas. Les risques significatifs mais faibles, 1,5. Les risques inattendus, hein, c'est vraiment difficile de déclarer ça. Les risques qui concernent une spécialité médicale sans lien avec celle de la prescription. Là, la neurochirurgie avec des prescripteurs, gynécologues, généralistes, des effets indésirables digestifs quand c'est un antihypertenseur, comme dans l'olmesartan. Les risques fréquents, mais qui produisent des pathologies euh, fréquentes chez par exemple, une augmentation du risque d'infarctus chez des diabétiques. Bien sûr, les risques in utero, les malformations, mais aussi tout le reste, les troubles neurodéveloppementaux, les risques chez les personnes âgées, et puis les produits commercialisés dans peu de pays, c'était le problème pour l'uténylutérant, voire la cyprotérone, où on est évidemment le premier utilisateur mondial de ces produits. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont contribué à ces 6 études et aux actions de la NSM, et notamment Isabelle Yodjian et son équipe Pauline Dayani, et les gens qui m'ont rejoint plus récemment sur cette étude, Noémie Roland, Epiphane Collab, Bérangère Baricot, mais tous ceux qui ont participé
avant avec nous et Joël Cos qui était avec moi à l'origine en 2016 de ce travail.